Et notre confrère Abdou Semar nous accompagne pour cette synthèse. Bonsoir Abdou. Bonsoir. Vous êtes algérien, rédacteur en chef d'Algérie Part. On remarque et on rappelle la thématique de la semaine, l'Algérie et l'après-Bouteflika. Sous quelle forme? Pour l'instant, la mobilisation ne faiblit pas, bien au contraire, il y a des résultats. On l'indiquait il y a 2 jours. Tayeb Belaïz, le président du Conseil constitutionnel, a démissionné. Il faisait partie du premier cercle du pouvoir Bouteflika. Ça pose évidemment la question que soulève Nelly Sidibé à Montréal quand il parle du bouteflikisme. On le voit, après 20 ans de bouteflikisme, existe-t-il quelqu'un qui ne soit pas mouillé? Autrement dit, il faut un gigantesque coup de balai. Est-ce réellement possible? Absolument, c'est plus que possible, c'est nécessaire même. Les Algériens en sont très conscients. Il faudrait faire une liste, et la liste sera très longue, une liste noire de toutes les personnalités, les hauts responsables impliqués dans des affaires de corruption, de blanchiment et de détournement d'argent et qui ont causé un énorme préjudice à l'Algérie. Et ces gens-là, ils doivent être exclus totalement. Et dans le mouvement populaire algérien aujourd'hui, il y a une réflexion sur la nécessité de faire une loi qui adopterait ou qui exigerait l'exclusion politique de tous les anciens hauts responsables du régime de Bouteflika pour que l'Algérie de demain soit meilleure que celle d'hier. Et qui ferait justement cette possibilité de dégager toutes ces personnes? 2 pistes possibles et imaginables, ou une assemblée constituante qui pourrait être créée dans le processus de transition pour lequel les Algériens se battent, ou avec une élection démocratique d'un nouveau président qui sera élu démocratiquement et de manière transparente et qui portera et concrétisera les revendications des Algériens en amenant avec lui un projet politique qui reflètera cette volonté populaire. Alors il y a quand même un obstacle à surmonter qui est quand même de taille, c'est qu'il y a encore une logique de plusieurs clans et de blocs de clans qui s'affrontent. Comment on fait? Justement, il faudrait que le régime parte, il faudrait que le régime s'effondre. Le régime algérien est sur la voie de l'effondrement. Il y a encore quelques clans qui sont au pouvoir autour de la hiérarchie du haut commandement militaire. Mais ces clans-là prennent des coups très très durs chaque vendredi. De vendredi à un autre, les Algériens réalisent des exploits qui étaient inespérés il y a quelques mois. Jamais de la vie, aucun observateur, ni connaisseur du Maghreb ou de l'Algérie n'aurait misé 1 centime, même pas 1 euro, mais 1 centime, sur sa possibilité du départ de Bouteflika et de son cercle plus proche. Aujourd'hui, les clans qui sont encore existants sont beaucoup plus faibles et les coups qui sont en train d'encaisser plutôt seront franchement très fatals. Et je crois vraiment que le haut commandement militaire de l'armée algérienne ne pourra pas détenir le pouvoir de manière absolue dans les jours ou dans les semaines à venir. Richard Guetta nous écrit d'Abidjan et nous dit: après la révolution tunisienne, la même aristocratie, les mêmes vieux, les mêmes riches gouvernent le pays. Est-ce pertinent comme comparaison? Je ne crois pas que ce serait pertinent comme constat d'abord. Pour avoir connu la Tunisie, il y a des véritables acquis démocratiques en Tunisie, de véritables progrès. La Tunisie de Ben Ali n'a absolument rien à voir avec la Tunisie d'aujourd'hui. Après, naturellement, ce n'est pas un modèle parfait, tout est perfectible. L'Algérie n'étant pas la Tunisie, l'Algérie, les potentialités sont beaucoup plus importantes. L'Algérie, nous avons une institution militaire qui est beaucoup plus puissante que celle qu'en Tunisie. En Algérie, il y a une énergie humaine qui est en train d'exploser. On est en train de le voir sur les images chaque vendredi. Non, c'est pas possible. L'Algérie, on n'acceptera pas une nouvelle aristocratie. Et ce mouvement doit durer encore plus longtemps, il durera longtemps, le temps nécessaire pour justement éviter que des cercles récupérateurs s'emparent du pouvoir sur le dos du peuple algérien. Abdou Semar, vous nous parlez effectivement d'un vrai changement. Qu'attendent justement les Algériens? C'est ce que nous dit aussi Moïse Bonbongo de Brazzaville. Quels sont aujourd'hui les critères du président que veulent vraiment les Algériens? On veut changer, effectivement, on veut tourner la page, mais quels critères, qu'est-ce qu'on attend effectivement comme président? Un président qui soit, on l'espère, jeune. S'il n'est pas jeune, c'est-à-dire moins de 45 ans, comme presque 80% de la population algérienne, qui soit au moins capable de comprendre les jeunes. Il faut savoir que le prendre de pouvoir en Algérie en ce moment, c'est un cadeau empoisonné. Le pays n'a jamais été aussi difficilement ingérable qu'aujourd'hui même. Des réserves de change en réduction, un prix de pétrole en bas, on a une démographie galopante, on fait plus d'1 million de bébés chaque année. Dans quelques années, on sera à 50 millions d'habitants. Gérer ce pays dans la situation d'aujourd'hui, c'est vraiment pas un cadeau. C'est très compliqué. Mais on veut au moins un président qui soit sincère, qui n'encourage pas la corruption, qui croit à la justice sociale, qui répartit les richesses du pays de manière équitable et qui crée des véritables contre-pouvoirs pour que la jeunesse algérienne puisse s'exprimer et s'épanouir et qu'elle puisse plus tard transmettre le flambeau à la jeunesse algérienne. C'est-à-dire qu'on veut quelqu'un qui fasse la transition pour qu'après notre génération, en tout cas la mienne, je pense, doit accéder aujourd'hui au pouvoir pour vraiment
vraiment créer cette Algérie énergique, puissante, émergente qu'on mérite. Alors vous dites que ce n'est pas un cadeau. Est-ce la raison pour laquelle l'opposition finalement ne profite pas de cette situation? Nouriat Moussa pose la question depuis Lomé. Pourquoi aucune figure de l'opposition ne s'est dégagée de ces manifestations? Ce n'est pas vrai à 100%, il y a certaines figures, comme l'avocat et défenseur des droits de l'homme Moustapha Bouchachi, ou un jeune leader comme Karim Tabou. Mais il est vrai que ces personnalités étaient préexistantes à ce mouvement. Donc elles se sont peut-être renforcées, elles ont pris de l'épaisseur, mais elles n'ont pas été appartiennent encore un peu à l'ancien. Voilà, oui. Pas vraiment. En fait, la caractéristique du mouvement populaire algérien, il a une caractéristique très particulière. C'est un mouvement populaire à 100%. Ce n'est pas les politiques qui l'ont conduit, ce n'est pas les politiques qui l'ont dirigé, ce n'est pas les politiques qui l'orientent. C'est le peuple qui a vraiment émergé. C'est une force populaire. C'est le peuple qui a dit, on a marre, on se sent très humilié, excusez-moi, et on veut une nouvelle Algérie. Qu'est-ce que ça dit finalement de l'état de l'opposition en Algérie alors? L'opposition en Algérie est réellement à reconstruire, à réinventer comme le pays. C'est une opposition qui est morcelée, qui est longtemps affaiblie, qui a longtemps pactisé pour une partie d'entre elles avec le régime algérien. L'opposition elle-même, elle est à réinventer, elle est à recréer. Aujourd'hui, en fait, la façon de faire de la politique, elle doit changer. Ce peuple, cette jeunesse-là, est une jeunesse qui est connectée, qui est consciente, qui maîtrise les langues étrangères, qui veut s'ouvrir, qui veut aimer. On l'appelle la révolution du sourire, qui sourit. En échange, il faudrait avoir une scène politique qui reflète réellement ses potentialités, ses espoirs. Aujourd'hui, on n'a pas cette classe politique. Cette classe politique, il faut réellement l'enfanter. Mais c'est au début du processus. Il faudrait attendre, il faut être patient. L'Algérie est un pays très difficile. L'Algérie, c'est pas Alger. On a combien de temps? Parce que vous dites il faut être patient. Combien de temps vous dites? Je veux être sincère. Il ne faut pas mentir aux Algériens ni aux étrangers. Pour changer un pays comme l'Algérie, il faut au moins 5 ans. Il faut 2 ou 3 années pour avoir les premiers changements, c'est-à-dire une nouvelle reconfiguration politique, des équipes des pouvoirs, une véritable indépendance. Une transition, il faut 5 ans pour que l'Algérie change et puisse s'améliorer et puisse vraiment connaître la bonne gouvernance et la justice sociale. Et quand, par exemple, Dirkab Charlie de Brazzaville parle justement de cette transition politique, il dit la transition politique doit être dirigée par des technocrates, les non-politiques, pour organiser les élections. Vous êtes d'accord avec ça? On est d'accord, une grande partie des Algériens sont d'accord, sauf que trouver des technocrates qui n'obéissent pas à des chapelles idéologiques, qui n'ont pas d'obédience idéologique, ça va être très très difficile. Oui. Ce qui peut sauver l'Algérie et ce qui peut lui causer du tort aussi, du danger, c'est que nous avons une institution militaire qui bénéficie à la fois d'une certaine crédibilité, mais qui aussi suscite énormément de méfiance à cause de l'âge et du passé de certains de ses généraux. Mais si cette institution militaire respecte les règles du jeu et accepte la volonté populaire, on peut avec elle construire un processus de transition pour qu'ensuite l'armée reste dans les casernes. On évitera ainsi le scénario égyptien, qui est le pire catastrophe que tous les Algériens veulent éviter. C'est-à-dire ainsi c'est algérien, mais je pense que ce ne sera pas possible parce qu'on ne peut pas reproduire les mêmes erreurs de l'histoire dans 2 pays différents. Et donc des technocrates, oui, il en existe en Algérie. Mais ce n'est pas suffisant. Pour mener une transition, il faut avoir un projet de société. Il faut de nouvelles valeurs. Il faut une nouvelle vision du pays. Et ça, c'est important. Et pour justement porter ce projet de société, à Alger, on a cette proposition. La transition pourrait être désignée par une chambre spéciale du pays qui organiserait les élections. Alors, c'est un peu sibyllin. Qu'est-ce qu'on peut... Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est souhaitable? Savoir que dans l'histoire de l'Algérie, il y a eu déjà une révolte populaire qui a commencé en octobre 88, il y a eu 400 morts, etc. Et cette révolte populaire, elle a donné une ouverture démocratique avec un pluralisme qui a conduit à une élection qui a malheureusement abouti à la victoire d'un parti islamiste radical. L'arrêt du processus électoral en 1991 nous a conduit à une période de transition conduite par une présidence collégiale, c'est-à-dire cette idée d'une instance composée de plusieurs sages, de plusieurs personnes qui dirigeraient la transition. C'est une très mauvaise idée parce que, rien ne nous garantit la légitimité ni la représentativité de ces sages, rien ne nous garantit d'ailleurs leur sagesse, et de 3, rien ne vaut qu'un processus électoral. Il faut laisser le peuple choisir ses élus, ses représentants. Il faut revenir au vote. Alors, il faut juste que les organisations de ce vote doivent changer. Il faut qu'il y ait une commission de surveillance de ces élections qui soit totalement indépendante, et l'État ne doit pas organiser les élections, il doit juste protéger la voix du peuple. Jodé Ngapela de Brazzaville lui parle d'une question un peu plus technique et ça s'adresse aussi à la Constitution. Il nous dit, au nom du changement, on ne peut pas passer outre la Constitution, même pour un nouveau visage à la tête du pays. Est-ce que la Constitution, en l'état actuel, est un frein
au changement politique que souhaitent les Algériens? Alors, elle est un frein dans le sens où cette constitution, elle a déjà été violée et nous sommes rentrés dans l'égalité à partir du moment où on a annulé l'organisation d'une élection présidentielle qui était prévue en avril dernier, en ce mois d'avril. Voilà, à partir du moment où 16 avril, on a annulé l'élection, on a annulé le scrutin du 16 avril, déjà, on est dans l'illégalité. Une zone un peu de... Voilà, une zone d'illégalité. Maintenant, le dilemme de l'armée. L'armée, le haut commandant militaire, il n'a pas voulu sortir de la Constitution parce qu'il n'avait pas en face de lui des leaders politiques légitimes et représentatifs du mouvement populaire. Pour ne pas tomber dans les polémiques dangereuses et qui pourraient diviser les Algériens, on a choisi de rester dans la Constitution. Mais on ne la respecte pas réellement parce que le départ de Taïb El Aïz, le président du Conseil constitutionnel, il a été rapidement remplacé par un parfait inconnu, mais de manière illégale. Parce que le président par intérim, à savoir Ben Salah, celui qui est là aujourd'hui, ne peut prendre aucune décision. Il doit juste organiser des élections. Donc il faut un mix entre sortir de l'élection, sortir de la Constitution plutôt, et de ne pas trop déraper pour aller vers l'illégalité qui pourrait saper la stabilité du pays. Il faut faire de l'improvisation, il faut faire des solutions qui collent aux besoins des Algériens et qui collent aux exigences de l'actualité. C'est tout. Donc il faut vraiment faire preuve de souplesse. L'Algérie est un pays, encore une fois, difficile. C'est le plus grand pays d'Afrique. Alger est plus proche de Marseille que Tamanrasset. C'est un pays énormément une mosaïque de culture et de comportement et d'attitude et de mentalité. Donc il faudrait jongler avec tous ces éléments-là pour réussir la transition. Donc ça veut dire que vous croyez quand même à une réhabilitation quand même de la Constitution à long terme? Je crois qu'il faudrait d'abord une nouvelle Constitution, certes. Je crois aussi qu'il y a des bonnes choses dans la Constitution qu'il faudrait garder et des mauvaises choses qu'il faudrait certainement enlever. À Kinshasa, Thélo Gabriel Kalanga a une vision plus globale. Il s'interroge. Est-ce un nouveau vent qui souffle sur l'Afrique? Vous avez un peu déjà répondu. On a beaucoup dit que la contestation algérienne, et vous l'avez dit tout à l'heure, était un exemple de mobilisation. Qu'en pensez-vous? Je crois qu'après l'Algérie, le Maroc sera inévitablement touché. De un, au Maroc, il y a une monarchie absolutiste. On voit ce qui se passe dans le Rif. On voit que sur les réseaux sociaux, les Marocains sont impressionnés, ils sont encouragés. Nos amis marocains, les militants des droits de l'homme, les activistes, cyberactivistes marocains rentrent en contact avec nous pour prendre conseil, etc. Le Maroc sera certainement touché. C'est pour ça que le Merzen marocain est très inquiet. Et je crois que si cette révolte algérienne se transforme en un véritable mouvement de changement, je crois que les autres pays africains, il va éviter certainement le syndrome burkinabé, où c'est les militaires qui ont conduit la transition et ça a abouti à des déblocages et des dysfonctionnements. Donc à Alger aujourd'hui de montrer l'exemple de la réussite, je l'espère comme lors de la décolonisation. Très très rapidement, demain il y a encore un vendredi, un nouveau test, mobilisation attendue. Jusqu'à présent ça a toujours bien marché. Qu'est-ce que pourraient obtenir encore aujourd'hui les manifestants à partir de demain? On pourrait obtenir le départ de d'autres symboles corrompus du régime corrompu, justement, ou d'autres départs de dirigeants qui sont contestés et qui sont illégitimes et qui sont une humiliation pour les Algériens. Oui. Et dedans, on pourrait surtout obtenir beaucoup de pression sur l'institution militaire qui doit revoir un petit peu sa copie pour qu'elle soit conforme avec la volonté populaire des Algériens. Notre confrère Abdou Semar était en plateau ce soir avec nous pour ce décryptage. On en parle. Merci à vous. Merci à vous. À la prochaine.